Bonjour à tous. Il y a des gens présents sur salle et puis des gens à distance. On s'y attendait bien, un jour de mobilisation où beaucoup ne sont pas venus à Saclay aujourd'hui et se préparent peut-être à aller en manifestation tout à l'heure. Donc cette présentation que va nous faire Bernard Friot, on a donc l'honneur d'avoir Bernard Friot parmi nous aujourd'hui. Une invitation que nous avions faite avant en fait le déclenchement de ce mouvement et qu'on a décidé de maintenir malgré cette journée de mobilisation, étant donné que Bernard va nous parler de cet enjeu des retraites sur lequel il a beaucoup écrit et travaillé, ainsi que sur l'enjeu du travail et en général. Voilà, donc à toi la parole, Bernard. Merci beaucoup à la CGT pour son invitation. Je vais faire un petit topo pour lancer, mais ensuite on va débattre aussi bien en présentiel qu'à distance. Pour moi, l'enjeu de la retraite, c'est un enjeu de salaire et de travail. C'est-à-dire deux mots qu'on ne prononce pas s'agissant de la retraite souvent. Il y a une espèce de déni que la pension soit du salaire. Or, elle a été construite comme du salaire. D'ailleurs, à l'EDF, Marcel Paul, dans son décret sur le statut des électriciens gaziers de juin 1946, se pose la retraite, la pension, comme du salaire d'inactivité de service. Et puis travail, c'est aussi un mot qui est absent en général, parce que les retraités sont supposés être libérés du travail, comme on dit, comme si le travail était un malheur dont il faut qu'on se libère, ce qui naturalise évidemment ce que le capitalisme fait du travail, mais jette un peu le bébé avec l'eau du bain. Et je voudrais insister dans ce propos initial sur la dimension salaire, parce qu'on ne peut pas tout aborder à la fois, mais dans le débat, je pense qu'on pourra aussi aborder la dimension travail. La retraite, la pension de retraite s'est construite selon deux lignes différentes depuis le 19e siècle. Et vous avez en 1850, la Seconde République crée une caisse nationale des retraites qui est en capitalisation. C'est facultatif. On peut constituer un compte épargne retraite auprès des caisses d'épargne, et la Caisse des dépôts et consignations, qui est la caisse des caisses d'épargne, garantit un taux de rendement important, celui des bons du Trésor, 5%, ce qui est considérable dans une période où il n'y a pas d'inflation. L'inflation structurelle apparaît avec la Première Guerre mondiale. Cette épargne peut être abondée par les employeurs, d'ailleurs, et cette première ligne va connaître un échec. Ce dispositif facultatif échoue. Il y a une relance en 1910 avec un projet de cotisation obligatoire qui échoue lui aussi. Et finalement, en 1930, une troisième tentative, toujours de compte épargne-retraite, dans les assurances sociales, une partie de la cotisation aux assurances sociales qui couvre à la fois vieillesse et santé. Une partie de cette cotisation va à un compte épargne retraite. Et finalement, troisième échec, en 1941, Vichy prend acte de cet échec, dont je vais préciser un peu en quoi consiste cet échec, pour supprimer ces comptes. Et depuis, disons, exit la capitalisation dans l'univers des pensions, pas qu'en France d'ailleurs, dans l'essentiel des pays du monde, la capitalisation est absente ou très minoritaire dans le financement des pensions. Le mot d'ailleurs sécurité sociale a été, sinon inventé, du moins mis sur la place publique pour la première fois en 1935 par Roosevelt dans le Social Security Act, qui crée un régime de retraite en répartition. Le régime américain de retraite est en répartition. Ne pas confondre avec le régime de santé, qui lui est un régime d'entreprise qui a nécessité un financement
enfin, une logique financière importante, mais le régime de retraite, lui, est en répartition. Pourquoi est-ce que la capitalisation échoue? Pourquoi cette première ligne que je viens d'évoquer échoue? Pour deux raisons. La première, c'est que pour que le rendement du placement des cotisations soit égal au flux des cotisations annuelles, il faut pratiquement 40 ans. Lorsque vous placez des cotisations, le rendement dans les premières années est quasiment nul comparativement au flux de cotisations apporté chaque année. Et pour qu'un régime arrive à maturité, comme on dit, c'est-à-dire assure disons, un rendement du placement, des placements à peu près identiques au flux des cotisations placées, il faut une quarantaine d'années. Donc le régime de 1930 aurait donné quelque chose d'équivalent à ce que donnerait un régime à répartition en 1970 à peu près. Et c'est pour cela que devant pratiquement l'inexistence des pensions générées par le régime de 1930, Vichy tire l'échelle et supprime la capitalisation. Et lorsque le patronat va reprendre la logique de la cotisation en vue de la retraite et d'une pension calculée en fonction des cotisations, en 1947, il le fera évidemment en répartition. La capitalisation n'est pas à l'ordre du jour, je le répète, contre une tentation que nous avons d'invoquer un ennemi imaginaire. La deuxième ligne de création des pensions apparaît en même temps que la première. C'est en 1853 la pension de la fonction publique. Et la pension de la fonction publique, elle est construite entièrement différemment. Ça n'est pas j'ai cotisé, j'ai droit, ça c'est la logique que je viens de développer, mais c'est mon salaire est acquis jusqu'à ma mort. Pourquoi est-ce que dans la fonction publique, le salaire est acquis jusqu'à la mort? Mais parce que, enfin, c'est à l'époque en tout cas, le seul secteur professionnel, et c'est en construction, ça ne concerne pas tous les fonctionnaires au départ, tout ça se construit progressivement et ne sera vraiment abouti légalement que dans la loi Thorez d'octobre 1946. Mais pendant un siècle, disons, se construit un statut de la fonction publique qui est centré sur une réalité que moi je trouve passionnante, c'est que la qualification de la personne, est un attribut de la personne. Alors, la qualification, c'est un mot qui va s'imposer progressivement au cours du XXe siècle et qui est un mot qui est toujours refusé par le patronat, qui nous pousse à confondre qualification et certification. Quand on demande qu'est-ce que c'est qu'un travailleur qualifié, on va penser que c'est quelqu'un qui a un diplôme. Pas du tout. La qualification n'a rien à voir avec la certification. L'école, elle certifie, mais elle attribue des diplômes, mais elle ne qualifie pas. D'ailleurs, avec un diplôme, que faire si on n'accède pas à une qualification? Le diplôme renvoie au travail concret. C'est un savoir-faire dans la production de valeur d'usage, alors que la qualification renvoie au travail abstrait. C'est une évaluation d'une contribution à la production de valeur économique. Et cette qualification se construit autour du poste. Ça se fait au cours du XXe siècle, dans la convention collective. La convention collective apparaît en 1919, facultative d'abord, elle deviendra obligatoire progressivement. Et cette convention collective consiste à prendre tous les postes d'une branche, ça se fait par branche professionnelle, et quel que soit le contenu du travail concret, des postes vont être au même niveau de qualification, donc la qualification ne renvoie pas du tout au travail concret. Quel que soit le contenu du travail concret, des postes vont être classés au même niveau de qualification parce qu'ils contribuent à un même niveau à la production de valeur économique. Donc la qualification
c'est la reconnaissance d'une contribution à la production de valeur, alors que le diplôme, c'est la reconnaissance d'une capacité à produire de la valeur d'usage. Et la caractéristique de la fonction publique, le cœur de la fonction publique, c'est ce qui définit le fonctionnaire, c'est que la qualification est un attribut de la personne, alors que dans le privé, la qualification est un attribut du poste de travail. C'est le poste de travail qui est qualifié. Un salarié du privé n'est jamais payé, lui, c'est jamais lui qui est payé, c'est son poste. Et ce qui caractérise, ce qui fonde le statut de la fonction publique, c'est que la qualification est un attribut de la personne. Alors, je vous renvoie à mes bouquins pour savoir comment tout ça s'est construit, pourquoi dans la fonction publique, etc. Bon, mais ce qui est important de retenir, c'est que les fonctionnaires ayant un grade, c'est né dans la marine, c'est pour cela que le vocabulaire est militaire, hein. Les fonctionnaires ayant un grade, ce grade ne s'éteint pas avec la fin de leur service. Ce grade est un attribut de la personne. On est, je ne sais pas quoi, professeur certifié ou colonel, peu importe. Mais, ce grade, c'est le support du salaire. Et donc le salaire va jusqu'à la mort. Et c'est pour cela que la pension se construit avec des anticipations, enfin dès 1853, comme la poursuite du dernier salaire. Alors c'est celui des 6 dernières années, dans cette période sans inflation, en 1853, mais avec l'apparition de l'inflation structurelle à partir de 1914, alors ça va se construire progressivement, avec des tas de conflits, jusqu'à aboutir aux 6 derniers mois. Ça, c'est en 1948 que c'est acquis. Dans la fonction publique d'État, il n'y a pas de cotisation, hein. Il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de caisse de retraite, il n'y a rien de tout cela. Il y a une fiction qui s'appelle retenue pour pension civile pour les fonctionnaires d'État, mais c'est une fiction, il n'y a aucun flux monétaire, il n'y a rien qui se passe. Le Trésor public continue à payer les fonctionnaires jusqu'à leur mort. La pension, c'est la poursuite du meilleur salaire, à raison de 75% du salaire brut, plus des suppléments, plus 10% si on a 3 enfants, plus 5% par enfant supplémentaire, etc., etc., dans la limite de 100% du salaire net. Ce deuxième axe, donc, hein, qui fait que la pension, c'est la poursuite du salaire et non pas la contrepartie de cotisation, ce deuxième axe va être imposé par les communistes en 1946. En matière de sécurité sociale, rien ne se joue en 1945, hein, je le rappelle, parce qu'on a une histoire complètement farfelue de la sécurité sociale qui serait née en 1945. Enfin bon, tout ça, c'est de la blague. En 1945, tout existe, hein. Vous avez plus de 1000 caisses de sécu, vous avez 70 000 salariés qui gèrent les cotisations et les prestations dans ces caisses. C'est une institution pléthorique, hein. La sécu, c'est une construction patronale qui démarre dans les années 1880 et qui donc en 1946 en 1946 va être subvertie par les communistes. Et en matière de retraite, cette subversion consiste à étendre à tous les salariés le régime de la fonction publique. Soit alors en copiant carrément le statut des fonctionnaires, ça c'est le décret de Marcel Paul, autre ministre. Alors le statut des fonctionnaires, c'est un ministre communiste, hein, c'est Maurice Thorez, une loi d'octobre 1946. Tout se joue en 1946, hein. Rien en 1945, je le rappelle encore une fois pour qu'on en finisse avec la fable sur la sécu que l'on nous enseigne encore malheureusement à l'université aussi. L'extension du statut de la fonction publique se fait par copie, hein. Il y a Marcel Paul copie le statut de la fonction publique pour l'EDF, GDF. Il va être copié pour la RATP, pour la SNCF, pour un certain nombre d'autres secteurs.
On pense à France Télécom, non, à l'époque, la Poste, ce sont des fonctionnaires, tout simplement. La Poste, c'est une administration. Donc c'est directement des fonctionnaires d'État. Et puis, autre extension, ça c'est pour la retraite cette fois-ci, c'est pas pour la totalité du salaire, c'est pour la retraite simplement. Enfin, c'est quand même décisif. C'est un autre ministre communiste, c'est Ambroise Croizat, hein, qui est ministre du Travail, qui va transposer dans le régime général, qui se crée en 1946 contre ces 1000 caisses avec ces 70 000 salariés de la Sécu patronale, se crée un régime général, unifié, géré par les travailleurs eux-mêmes, alors que les 1000 caisses étaient gérées par les patrons ou les assureurs, et avec un taux de cotisation interprofessionnelle unique, alors que c'était une pléthore de taux dans un dispositif patronal illisible et qu'on transforme en institution de classe des travailleurs, en l'unifiant, en le faisant gérer par les travailleurs et en lui attribuant un taux unique de cotisation interprofessionnelle. Ça, c'est vraiment le geste communiste de 1946 qui est fondamental et qui, en matière de retraite, se traduit par la suppression de la prise en considération des cotisations dans le calcul de la pension. C'est le geste de Croizat. On ne tient aucun compte des cotisations dans le calcul de la pension, comme dans la fonction publique, comme à l'EDF-GDF. Hein, ça n'est pas les cotisations qui sont à l'origine du calcul. Hein, les cotisations financent les pensions, bien sûr, mais le calcul de la pension, c'est la poursuite d'un salaire de référence. Et c'est un salaire continué. Un retraité, ce n'est pas un ancien travailleur qui a droit au différé de ses cotisations, c'est un travailleur qui a droit à un salaire libéré de l'emploi. Il n'a plus besoin d'avoir un emploi pour avoir un salaire. C'est une mutation anthropologique absolument fondamentale. La riposte patronale est immédiate. La riposte patronale, c'est 1947. 1947, c'est la naissance de l'AGIRC. L'AGIRC, Association de gestion des institutions de retraite des cadres, va être rendue possible par une défaite de la CGT. La CGT, en 1945, lorsqu'on discute du devenir de ce régime général qui va venir subvertir toute la Sécu pléthorique de 1945, se bat pour un régime général totalement déplafonné. Alors pourquoi? Parce que le régime général va reprendre pour partie les institutions des assurances sociales de 1930 qui étaient plafonnées. C'est-à-dire qu'il y avait un plafond d'affiliation. Les salariés dont les salaires étaient supérieurs à ce plafond, les ingénieurs, les employés supérieurs, qu'on appelait à l'époque les collaborateurs n'étaient pas concernés par les assurances sociales. Il y avait un plafond d'affiliation. Ils étaient couverts, bien sûr, souvent mieux que par les assurances sociales, par des contrats d'assurance groupe que les entreprises passaient avec des assureurs. Et ils entrent dans le régime général en 1946. Mais la CGT s'était battue pour la suppression du plafond, et le plafond d'affiliation est transformé en plafond de cotisation. Donc certes, alors on ne peut plus les appeler collaborateurs en 1946, c'est bien d'accord, hein, il faut trouver un autre mot. Alors on va chercher, vous avez une énorme brainstorming sémantique, effectivement, pour trouver le mot pour désigner ces collaborateurs. Ça va être les salariés des cadres, c'est un peu long, finalement ce sera les cadres. Le seul pays en France, au monde où il y a des cadres, c'est la France, mais c'est aussi le seul pays où on a eu un État collaborateur. Et donc les cadres entrent dans le régime général, mais ne cotisent que sous le plafond. Le plafond d'affiliation contre la CGT est transposé en plafond de cotisation. Et ça crée un espace, parce que certes les cotisations sont plafonnées, mais les prestations aussi sont plafonnées. Et donc le remplacement du salaire dans la pension n'est pas total, puisqu'il est limité au plafond.
Et ça crée un espace, donc, pour un régime complémentaire. La CGT se bat contre cette création, elle se bat contre l'existence du plafond, elle se bat pour la suppression du plafond, mais elle est battue, et un régime complémentaire est créé, et il est créé comment? Évidemment, sur la base capitaliste du j'ai cotisé, j'ai droit. Hein. Il s'agit d'être clairement dans la logique capitaliste du salaire. Hein. Qu'est-ce que c'est que la logique capitaliste du salaire? La logique capitaliste du salaire, dès lors que le travail est un monopole de la bourgeoisie, qui décide de ce qui a valeur, qui décide de ce qui est travail dans notre activité, qui décide de ce qui va être produit, qui décide de l'investissement, qui décide des collectifs de travail, enfin dès lors que les décisions essentielles, je ne dis pas que nous n'avons aucune décision sur le travail, surtout dans sa dimension concrète, mais en tout cas dans sa dimension abstraite, nous n'avons strictement aucune décision. Dans une société dans laquelle cette activité absolument fondamentale qu'est le travail est étrangère finalement aux personnes, et où les personnes sont aliénées hein, dans cette dimension-là de leur vie, hein, puisqu'elles ne maîtrisent pas cette dimension-là de leur existence, pour qu'ils aillent au bout, comme on dit, aller au travail, vous vous rendez compte hein, ça veut dire qu'on est vraiment, que le travail il est à l'extérieur. Hein. On n'est pas le travail, on va au travail. Pour qu'on aille au travail alors qu'on n'a pas de décision sur le contenu et les modalités essentielles de ce travail, il faut que nous ne soyons payés qu'après avoir travaillé. Il faut que nous posions d'abord l'acte de subordination et que le salaire n'intervienne qu'après. Le salaire, c'est le résultat d'un acte subordonné. Et c'est pour cela qu'il est forcément suspendu à un emploi. Et donc, poser les retraités comme titulaires d'un salaire, ça c'est une hérésie pour la classe dirigeante. Il s'agit que les personnes soient en permanence soumises au joug du travail subordonné préalable à une rémunération qui est rendue nécessaire par la marchandisation de notre quotidien. Il n'est pas possible de vivre sans des ressources monétaires, et ces ressources monétaires ne sont acquises qu'après avoir posé un acte subordonné. Le salaire intervient après. Et donc, le j'ai cotisé, j'ai droit est tout à fait cohérent avec cette vision capitaliste du salaire comme paiement à l'acte. Hein. Le salaire capitaliste, c'est le paiement à l'acte. C'est l'acte que je pose, l'acte de subordination que je pose qui vaut salaire. Alors que dans ce que fait Croizat, dans ce que font les ministres communistes de 1946, le salaire, c'est un attribut de la personne. C'est autre chose. C'est pas lié à l'acte. Aucun acte n'est revendicable, enfin, ou exigé hein, pour la réception de ce salaire. Ce salaire est un attribut de la personne. Ce salaire, c'est un préalable. C'est pas le résultat d'une subordination, c'est le préalable. Préalable de quoi? D'un travail libre, précisément. Or, comme la classe dirigeante n'est dirigeante, non pas parce qu'elle maîtrise l'argent, il faut arrêter avec ces conneries, d'accord? Elle n'est dirigeante que parce qu'elle maîtrise le travail. Et c'est en maîtrisant le travail qu'elle maîtrise l'argent, d'accord? La maîtrise de l'argent, c'est la conséquence de la maîtrise du travail. Pour une classe dirigeante, l'enjeu essentiel, c'est pas l'argent. Si vous lui piquez des sous, à la limite, elle s'en fout, d'accord? Elle n'aime pas, d'accord? Mais c'est une contradiction non antagonique, piquer des sous à la classe dirigeante. Hein? Mieux répartir la valeur, taxer les super-profits. Ça, c'est une contradiction non antagonique, d'accord? La contradiction antagonique, c'est quand on lui pique son pouvoir sur le travail, parce que c'est l'origine de sa puissance. Puisque seul le travail crée de la valeur. Et donc, l'enjeu essentiel pour une classe dirigeante, c'est que nous soyons en permanence obligés de poser un acte subordonné pour être payés. Poser le salaire comme le résultat d'une subordination. Et le geste communiste, appelons ça communiste, puisque nous sommes là dans une contradiction antagonique,
Il ne s'agit pas de mieux se partager la valeur. C'est une contradiction non antagonique qui pose comme légitimes les deux acteurs. La bourgeoisie capitaliste et les travailleurs sont deux acteurs légitimes. Et la contradiction, c'est qui va empocher le maximum de la valeur produite. Là, on est dans une logique de contradiction, certes, mais non antagonique, qui est la logique social-démocrate, la logique classique, de toute façon. La logique de partage de la valeur, c'est en gros aussi aujourd'hui nos programmes. Hein. Le programme, moi je suis au Parti communiste, c'est un meilleur partage de la valeur. Hein. La NUP, c'est un meilleur partage de la valeur. Lisez nos tracts, comment est-ce qu'on va financer la retraite? Bon, on va la financer et vous avez l'addition du meilleur partage de la valeur qui va permettre de financer les sous. Bon, nous sommes dans une contradiction non antagonique. Je ne dis pas que c'est facile d'obtenir un meilleur partage de la valeur, hein, mais ça ne nous fait pas sortir du capitalisme. Le geste communiste qui est posé en 1946, c'est pour cela que la retraite est depuis sa naissance en 1946 l'enjeu central de la lutte de classe. Enfin, nous avons quand même depuis 35 ans des gouvernements qui affrontent une opinion publique défavorable et qui le font contre vents et marées. Donc l'enjeu central de la lutte de classe, c'est une question de salaire. Est-ce que nous passons du salaire résultat d'un acte subordonné à un salaire attribut de la personne rendant possible un travail libre? Donc la riposte patronale, c'est « j'ai cotisé, j'ai droit », c'est-à-dire le salaire ne peut être que le fait de l'emploi. Quelqu'un qui n'a pas d'emploi n'a pas droit au salaire. L'emploi ou le travail indépendant, peu importe, hein, c'est pas, mais quelqu'un qui ne se soumet pas à la rémunération à l'acte, le travailleur indépendant, il est complètement soumis à la rémunération à l'acte. C'est même le plus soumis. C'est pour ça que la forme emblématique du travail dans le capitalisme, c'est toujours le travail indépendant. C'est pas du tout le travail salarié, c'est le travail indépendant. Hein. J'insiste aussi par rapport à des sottises qui se racontent sur le salariat comme constitutif du capitalisme. Pas du tout, absolument pas. Hein. Le cœur du capitalisme, au contraire, en matière de mise au travail, c'est évidemment le travail indépendant. Et le travail salarié, il a été conquis contre cette logique-là. La CGT se construit à la fin des années 90 du 19e siècle pour sortir les rapports de travail du droit commercial et créer un droit du travail. C'est le Code du travail de 1910. Mais dans le capitalisme, les rapports de travail, c'est le droit commercial. C'est la fiction de l'égalité des parties, c'est donc le travail indépendant. Et on le retrouve aujourd'hui avec Uber, avec etc., bien sûr, hein, mais ça n'est jamais que le retour à avant 1910. Le salaire, donc, qu'il s'agisse du bénéfice du travailleur indépendant ou du salaire d'un employé, doit être le résultat d'un acte de subordination. Le travailleur indépendant est totalement subordonné, hein, quel que soit. Le chauffeur de taxi avec qui je suis venu ici, à tort d'ailleurs, puisque le RER fonctionnait, paraît-il, mais m'a démontré par A plus B qu'il est tout sauf indépendant, hein, même s'il est fier de l'être. C'est ça qui est intéressant. Hein. Fier de l'être tout en sachant qu'il ne l'est pas. Hein. C'est tous ces indépendants par défaut, hein, qui sont la définition de l'indépendant globalement aujourd'hui. Et donc, qu'il s'agisse de l'indépendant ou qu'il s'agisse d'un employé, le salaire doit être le résultat d'une subordination. Un travailleur donc en retraite ne peut pas toucher du salaire. Qu'est-ce qu'il peut toucher? Il peut toucher le différé de ses cotisations. Il n'a pas tout dépensé son salaire quand il était actif, il n'a pas tout dépensé, il en a mis au pot commun, il a été solidaire, et c'est normal qu'il récupère quand il est retraité à travers les cotisations des actifs, bien sûr. Nous sommes en répartition et le capital veille à ce qu'on reste en répartition. Je n'insiste. Je suis lourd, hein, d'accord, mais on dit tellement de conneries sur le truc que de temps en temps ça m'agace, disons, hein, d'accord.
il s'agit qu'à travers les cotisations des actifs actuels, on récupère la solidarité dont on a fait preuve quand on était soi-même actif. Hein. C'est la solidarité intergénérationnelle. Hein. La solidarité intergénérationnelle, nous sommes là au cœur du discours capitaliste sur la pension. C'est aussi le nôtre, c'est ça le problème. C'est pour ça pourquoi on perd depuis 35 ans, parce que nous sommes sur le terrain de l'adversaire. Oui à la répartition, mais bien sûr, tout le monde est d'accord. Oui à la solidarité intergénérationnelle. Moi, vous savez, depuis Balladur, je me balade, je suis un militant discipliné, je suis à toutes les manifs, je distribue les tracts sans les lire. Je les lis plus maintenant parce que ça serait quand même me faire trop de mal, mais enfin je les distribue. Derrière des banderoles, oui à la solidarité intergénérationnelle, défense de la répartition. C'est-à-dire, mais continuez à nous battre. Nous venons sur votre terrain. On est d'accord avec vous. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui d'une bataille offensive sur la retraite, hein, c'est d'assumer le conquis du salaire à la qualification personnelle. Assumer l'enjeu anthropologique d'un salaire qui est un droit de la personne préalable à l'acte de travail. Faire du salaire un droit politique. Tout est fait aujourd'hui pour que ces conquis considérables de 46 qui posent les retraités, non pas comme d'anciens travailleurs ayant droit au différé de leurs cotisations, mais comme des travailleurs ayant droit au salaire, est combattu à la fois idéologiquement en disant, un, c'est pas des travailleurs, deux, ils n'ont pas de salaire. Mais hélas, nous sommes d'accord, hein, puisque le retraité, c'est un libéré du travail. Il faut s'en libérer le plus tôt possible, d'accord. Et c'est pas du salaire, la pension. D'ailleurs, on revendique 75% du net. Enfin, des choses qui montrent qu'on croit nous aussi que c'est pas du salaire. Et c'est cette adhésion commune, hein, des deux partenaires du conflit, hein, à la même idéologie, hein, qui est pour moi problématique. Donc sortir de cela, ça suppose que nous assumions, hein, en posant la retraite comme un salaire de la personne, et il faut aller pour cela plus loin que Croizat, qui a fait déjà un travail tout à fait remarquable, bien sûr. Hein. Mais 80 ans plus tard, si on va pas plus loin, on n'est pas à la hauteur. Hein. Il faut supprimer la condition d'activité. Parce que Croizat pose la pension comme du salaire, pas comme la contrepartie de cotisation. Aujourd'hui encore, hein, sur les 340 milliards de pensions, les 3/4 sont calculés sans tenir aucun compte des cotisations. Aucun. Hein. Il n'y a que l'Agirc Arrco, il n'y a que les 80 milliards de l'Agirc Arrco qui calculent la pension en fonction des cotisations. Mais cette réalité-là, elle n'est pas assumée dans nos têtes. C'est ça la question. C'est que nos têtes sont « j'ai cotisé, j'ai droit ». Alors qu'on a construit infiniment mieux. Hein. Et donc, assumer ce geste de Croizat qui n'a été qu'à moitié posé. Hein. Il pose la pension comme du salaire, mais il faut quand même qu'il y ait eu de la subordination avant pour qu'on y ait droit. Alors, c'était 120 trimestres à l'époque. Il faut 30 ans de subordination. Bon, vous êtes subordonné pendant 30 ans, mais après, vous avez droit au salaire comme lié à votre personne. C'est la condition d'annuité. La condition d'annuité, il faut la supprimer, bien sûr. Assumer le conquis de la pension comme droit de la personne suppose qu'on ne conditionne pas ce conquis à une subordination préalable. Mais il faut vraiment mener une bataille politique sur le salaire. Ça n'est pas le résultat d'une subordination, c'est la condition d'une liberté.
C'est ce passage du salaire capitaliste au salaire communiste qui doit devenir le cœur de nos propositions, de nos formations, de la bataille idéologique que nous avons à mener. Et un des résultats, disons, enfin, ou un des éléments de cette bataille, c'est de dire supprimons la condition d'activité. D'ailleurs, tant qu'il y aura condition d'activité, les femmes vont être dans une situation absolument redoutablement tragique. Hein. C'est une des façons de construire une égalité homme-femme, c'est évidemment de supprimer la condition d'activité. Mais sur le fond, hein, d'accord, là je suis vraiment dans une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le statut communiste de la personne, hein, qu'est-ce qui nous pose comme étant les responsables de la production, et Dieu sait s'il y a une urgence écologique et anthropologique folle pour que nous en devenions responsables. On ne peut pas continuer à laisser aux fous furieux du capital financier le soin de décider de ce qui va être produit. Enfin, nous savons maintenant que ça nous mène dans un mur qui, du point de vue anthropologique et écologique, nous mène au désastre. Bien, on ne va pas assister au truc. C'est pas possible. Ça suppose que nous prenions en main la production. Et pour prendre en main la production, il ne faut pas que nos ressources dépendent de notre contrat de travail. Si nos ressources dépendent de notre contrat de travail, nous allons fermer notre gueule, évidemment. Nos ressources doivent dépendre de notre personne. C'est tout l'enjeu du communisme, c'est-à-dire l'enjeu d'une citoyenneté qui est enrichie de la direction de la production, qui pose au cœur de la politique le travail. Je conclus. Quand elle était révolutionnaire, la classe dirigeante a posé un acte que je trouve encore aujourd'hui inouï. En août 89, la bourgeoisie, qui est encore révolutionnaire, après vous aurez Thermidor, le directoire, le consulat, et une bourgeoisie parfaitement réactionnaire, mais dans la phase où elle est révolutionnaire, la bourgeoisie va poser cet acte inouï, hein, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Dans une société aristocratique où évidemment on ne naît pas et on ne demeure pas libres et égaux en droit. Et sur la base de cette proposition inouïe, dans une lutte qui va durer un siècle et demi, parce que le droit de vote des femmes c'est 1944 en France, et une lutte qui va se faire contre la bourgeoisie d'ailleurs, mais sur la base de l'acte qu'elle avait posé au départ dans sa phase révolutionnaire, ça va être de construire cette abstraction qui pour moi est inouïe du citoyen. Hein. Quelle que soit notre réussite scolaire, notre handicap, nos variables diverses et variées, dans l'abstraction de notre majorité, nous sommes posés comme en capacité et en responsabilité de la chose publique. Sauf que, évidemment, la bourgeoisie, lorsque se construit ce droit, veille à ce que l'économie, la production, soit absolument ôtée de la chose publique, puisqu'elle a le monopole de la production. Et donc, elle va s'employer à une dépolitisation absolue du travail. Le communisme, c'est lorsque la citoyenneté est enrichie. C'est le même postulat, hein, tout majeur est postulé en capacité et en responsabilité de la chose publique. Le communisme, c'est pas la table rase, hein, ça c'est l'international, mais qui est totalement pré-marxiste. Hein, on ne fait pas table rase du passé, on le subvertit. C'est bien ça la démarche communiste. On l'assume en le subvertissant. Cette citoyenneté bourgeoise qui est en train de montrer sa fin, hein, et avec une très grand danger. Hein, à partir du moment où la jeunesse et les catégories populaires ne votent plus, nous avons un trouble dans la démocratie, et aussitôt la bourgeoisie sort son joker fasciste. C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Donc le trouble dans la citoyenneté, nous devons y être extrêmement attentifs. Ce que je dis là sur l'enrichissement nécessaire de la citoyenneté, c'est pas du supplément d'âme, c'est une urgence. Hein. Enrichir la citoyenneté en posant au cœur de la chose publique ce que la bourgeoisie a veillé à ce qu'il n'y soit pas, le travail, la production. Et donc faire
du citoyen, le postuler comme en responsabilité de la production, avec les droits liés, comme le droit de vote est un droit de citoyenneté. Il faut enrichir la citoyenneté de 3 droits. Premier droit, le droit au salaire, qui exprime le salaire communiste, qui exprime précisément cette responsabilité sur le travail. Et donc, à 18 ans, ou enfin 16 ans, si c'est 16 ans, chacun a le premier niveau de qualification et le salaire qui va avec, les 1700 € du salaire net SMIC revendiqué, par exemple, avec une possibilité de monter en qualification. Un réseau salarié, on préconise de 1 à 3, parce que c'est déjà... c'est une concession au malheur du temps. Pour des raisons diverses, on a besoin d'une hiérarchie des salaires, ne serait-ce que pour articuler les trajectoires individuelles et les besoins sociaux. Mais de 1 à 3, c'est déjà beaucoup. Donc, un salaire maximum de 5 000 € net, un salaire minimum de 1700 €. Chacun s'inscrit dans cela avec des possibilités de passage en qualification par des épreuves de qualification, pour monter en qualification. Premier droit. Deuxième droit, le droit de propriété d'usage de l'outil que l'on utilisera au cours de sa vie, pour être décideur dans l'entreprise. Et puis au niveau macro, au niveau micro, là au niveau macro, parce que l'économie c'est aussi de la macro. Troisième droit, le droit de délibération dans la création monétaire, dans la décision d'implanter telle ou telle entreprise sur tel ou tel territoire, dans les accords internationaux en matière de production, etc., etc. Voilà le programme que nous pouvons articuler à une promotion de la retraite alignée sur celle la plus favorable, c'est-à-dire celle de la fonction publique, 100% du salaire net des 6 meilleurs mois, sans condition d'activité préalable.